voulez intervenir si... Jean-Claude, tu me tiens pour que je descende. Donc voilà, moi j'ai un petit problème. Voilà. Merci. J'ai lu ton livre, Bernard, que j'ai trouvé évidemment intéressant. J'avais moi-même été en 2004, comme toi, en Cisjordanie et en Israël, donc j'ai pu comparer. Mais ce n'était pas avec des chrétiens, c'était avec une délégation européenne de Juifs pour la justice et la paix, l'équivalent de l'Union juive française pour la paix en France. Tu as parlé de Gaza tout à l'heure, et je voudrais dire une chose là, puisque tu as souligné combien les Juifs étaient bien accueillis en Cisjordanie, et puis te lier à Gaza. Mais je peux te dire, c'est exactement la même chose à Gaza. Il y a deux membres de l'UGP, un ex-président, Pierre Sandoul, et sa femme, Sarah, qui ont été... alors Sarah, elle y a passé des mois et des mois. Bon, lui, il y allait 2-3 fois comme ça, quelques jours seulement. Mais ils ont été à Gaza, ils ont été du sud au nord, du nord au sud, et leur récit, c'est également, comme toi, dire qu'on est bien reçu, il n'y a pas d'antisémitisme. Et en plus, ils ont fait une œuvre utile parce qu'il y a un village au nord là, qui avait besoin d'un château d'eau, et l'UJFP a proposé de le financer. On a rassemblé très rapidement 15 000 $, et maintenant on peut voir sur Internet, ça se voit, il y a un château d'eau qui est surmonté du sigle UJFP. On n'avait pas demandé ça, mais le maire a tenu à le faire. Voilà. Maintenant, je voudrais te poser une question, parce que j'ai bien capté, encore aujourd'hui, mais en lisant ton livre, que tu tenais à l'existence de l'État d'Israël. Alors, la question porte là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer, bon, parce que on voit bien, les choses ont empiré depuis que tu as été en 2013, hein. On l'a encore vu l'autre jour à Gaza, où l'armée tire sur des manifestants absolument pacifiques, et puis ment en plus en direct sur Internet. Bon. Est-ce que... la question, c'est celle-là, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer entre l'existence de l'État d'Israël, alors, soit c'est un État juif, et donc du coup pas démocratique, État d'apartheid, hein, et puis la présence des Juifs israéliens sur ce territoire, en Palestine. Hein. Alors après, la solution, moi je ne la connais pas, elles paraissent toutes utopiques. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que c'est l'horreur quotidienne, et c'est toujours plus l'horreur, avec le gouvernement Netanyahou extrême droite. Voilà la question. Donc, existence d'Israël, moi je dirais que non. Possibilité pour les Juifs israéliens d'y rester, oui. Mais ça dépend d'eux. Est-ce qu'on prend plusieurs questions, Bernard ? Est-ce que quelqu'un veut compléter ? Oui, j'aurais deux questions à poser, Bernard. La première, c'est tu es un homme de scène, avant tout, on te connaît comme comédien. Alors j'aimerais que tu nous dises un peu quelque chose de ce passage du jeu, de la scène, pour lequel on te connaît principalement, de ce passage à l'écriture. Comment se fait-il que maintenant, à l'âge que tu as sur ce sujet, 35 ans. tu commences à écrire? Voilà, ça c'est la première question. Ensuite, sur ce que tu disais sur la petite roue dentée du vélo et la grande roue et la transmission qui ne se fait plus, ça m'a fait penser un peu à Témoignage chrétien, qui effectivement est devenu ce que tu as fort justement décrit, alors que c'était un journal extraordinaire, notamment pendant la guerre d'Algérie. Que dire là-dessus? Comment est-ce possible? Comment se fait-il que des mouvements comme Shalom Arshav, finalement, ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 15 ou 20 ans? Et comment, il faut aussi mettre ça en lien avec l'effondrement de la gauche israélienne. Même ce qui est le Parti socialiste israélien n'existe pratiquement plus dans le paysage. On a l'impression qu'en Israël, voilà, il n'y a plus de contre-pouvoir efficace à Netanyahou. Voilà. Que penses-tu de cela? Je vais peut-être commencer de répondre. Bon, il y a une question à laquelle je réponds très volontiers, c'est ta première question. Pour les deux autres, celle que tu m'as posée et la deuxième que tu m'as posée,
je suis volontairement très 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 prudent. Parce que je ne suis pas, je n'ai pas fait Sciences Po, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas historien, et je ne suis même pas militant. Et donc, je ne détiens surtout pas, je ne connais pas les réponses aux questions que vous me posez. Je ne peux que donner des opinions qu'on peut partager autour d'une bonne bière, aussi bien sur les fondements de la gauche israélienne. Alors, n'oublions pas qu'il n'y a pas qu'en Israël que la gauche s'effondre. Hein. Et qu'ils ont juste un peu d'avance sur nous, mais que ça va guère mieux ici. Donc que la question de l'effondrement de la gauche n'est pas typiquement israélienne. Mais j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai pas envie de rentrer comme ça dans ce débat d'experts et de faire d'essayer de remplacer les soi-disant experts qu'on fait venir en permanence pour parler de choses à la radio, comme s'ils savaient quoi que ce soit sur des choses aussi complexes. C'est-à-dire, je peux juste me poser des questions, je ne peux sûrement pas te donner de réponse. En revanche, sur ce que tu dis sur le passage à l'écriture, qui est là, je peux te dire une chose très, très simple, c'est grâce à Marcel Proust. En 2012, j'ai atteint l'âge canonique de 62 ans et j'avais mes trimestres. C'est-à-dire le 31 décembre 2011, j'avais mes trimestres d'intermittent du spectacle, ce qui est quand même une sacrée gageure. Hein. Et donc j'ai été obligé de toute façon de demander mes droits à la retraite. Ce qui, depuis notre ami Sarkozy, grâce à lui, ne change rien. C'est-à-dire je continue à travailler autant, voire plus qu'avant, puisqu'il n'y a plus de limite, on peut toucher sa retraite et continuer à gagner des sous, à condition de payer ses cotisations sociales. Cotisations, pas charge. Et c'est toujours un moment symboliquement, même si concrètement ça ne change rien à ma vie, symboliquement c'est un moment important dans la vie de quelqu'un, le mot retraite. Comme si, à partir de ce moment-là, on se retire de la vie active, on devient un inactif. Et donc je me suis interrogé sur quel allait être les 50, 60 ans qui me restent à vivre. À partir de 62, hein, c'est à peu près ce qu'on peut... mon but c'est Jeanne Calment. Et donc, il se trouve que comme par hasard, c'est là que j'ai lu La recherche du temps perdu. J'avais essayé plusieurs fois dans ma vie de le lire, j'y suis pas arrivé, et là je l'ai lu d'une traite. Et j'ai passé 2 ans de ma vie à ne lire... La recherche, je l'ai lu en 6 mois, et j'ai passé après 2 ans de ma vie à ne lire que ce que je pouvais trouver autour de Proust. Ce livre a changé ma vie et a donné du sens à tout le temps qui me reste à vivre, et m'a autorisé à écrire. Chose dont j'avais plus ou moins envie, mais qui est-ce qui n'a pas envie d'écrire à un moment donné de sa vie, ou même... Mais là, l'envie, il me l'a autorisé. Il le dit d'ailleurs très clairement dans Le Temps retrouvé, hein, il dit très clairement, au moment des dalles, au moment des pavés inégaux, où il dit s'il y a un lecteur qui s'autorisera à écrire après avoir lu ce livre, il aura déjà été utile. Alors pour moi, ça a marché. Donc je me suis autorisé à écrire, et puis surtout, j'ai constaté à quel point ça me plaisait. Et donc, voilà, après, c'est bon, c'est pas bon, ça intéresse quelqu'un ou pas, c'est une autre question, mais c'est devenu mon activité préférée. Même si je continue de jouer, mais c'est devenu mon activité préférée. Voilà. Après, j'avais commencé un texte, j'en ai écrit 6 lignes, que j'ai gardé, qui s'appelait « À la recherche de blocs ». Il y a dans
dans La recherche du temps perdu, un personnage assez antipathique d'ailleurs, qui s'appelle Bloch, une sorte d'ami de Marcel, du narrateur, qui est là de manière... qui est là pendant tout le livre, et qui évolue de manière vraiment moyennement sympathique, et j'avais envie de me poser la question, puisqu'il a le même patronyme que moi, et de partir à la recherche de ce Bloch-là, et de moi, Bloch, mais probablement que ma recherche du temps perdu à moi, c'était de retourner en Israël. Le temps que j'ai perdu de ne pas retourner en Israël depuis ma bar mitzvah, le temps que je n'ai pas passé à me colter avec cette question-là, et avec la question que tu poses, hein, bien sûr, avec la question de la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que mais on en parlera. J'ai des trucs à dire. Mais enfin voilà, c'est mon temps perdu à moi, c'est mon fil rouge, c'est là que j'ai l'impression d'avoir 2-3 trucs à dire qui sont singuliers. Alors c'est moi qui ai le micro. Je voudrais vous poser une question franco-française. J'ai remarqué ces derniers temps, comme depuis toujours finalement, que nos gouvernants recevaient en grande pompe les représentants de la communauté juive avec ce label le CRIF, représentant particulier, avec en somme le pouvoir de recueillir les desiderata et les avis, et donner des avis sur ce qu'il fallait penser. Est-ce que, avec ce que j'ai entendu depuis le début de cette agréable conférence, qui me réjouit, est-ce que vous n'auriez pas le besoin de constituer, je dirais, le pendant du CRIF pour que vous soyez, vous aussi, écoutés et que ce soit un petit peu plus équilibré dans l'opinion publique française, parce que l'opinion d'un État joue beaucoup pour influencer son gouvernement. Oui, alors là, sur le CRIF, là, je ne peux pas me taire, quoi, parce que c'est un scandale. Enfin, je sais pas comment, cette institution est scandaleuse, est devenue scandaleuse. Elle n'a pas toujours été. Jusque je ne sais plus, enfin jusqu'au début des années 2000, c'était Théo Klein qui était le président du CRIF. Et Théo Klein, c'était autre chose que les Praskier, Kuckerman et aujourd'hui... Ils sont nés dans la résistance, oui, pendant la guerre. Oui. Et il y a eu une dérive du CRIF qui est devenu le porte-parole de la droite israélienne la plus stupide et la plus dangereuse, qui est insupportable. D'ailleurs, il y a des associations comme l'UJRE, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, qui sont en gros les Juifs communistes, pour simplifier, qui ont démissionné, qui faisaient partie du CRIF et qui ont démissionné du CRIF il y a une dizaine d'années, au moment où Praskier, et encore récemment, l'intervention de machin, là, de Khalifa, à propos de la manifestation pour Madame Knoll, non seulement c'est d'une stupidité crasse, mais c'est complètement contre-productif. Enfin, il produit exactement le contraire de ce qui... je peux dire que ça, quoi. Il faudrait effectivement, absolument, mais c'est pas moi tout seul qui va y arriver, il faudrait absolument qu'une autre voix juive se fasse entendre. Il y a d'ailleurs une autre voix juive. Quand je dis une autre voix juive, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Une autre voix juive, qui est en gros sur le plan politique située entre Jewish Hall, c'est-à-dire la paix maintenant en France, et l'UJFP sur le plan politique, et qui avait été fondée par Edgar Morin et Stéphane Hessel,